La Russie vient de lancer une nouvelle vague massive de missiles et de drones contre plusieurs régions ukrainiennes. Plus de 70 missiles et près de 280 drones auraient été employés au cours d'une seule nuit, illustrant une nouvelle fois la capacité de Moscou à organiser des frappes combinées de très grande ampleur. Mais derrière cette démonstration de puissance se pose une question fondamentale. Jusqu'où la Russie est-elle capable d'aller si les attaques ukrainiennes continuent profondément sur son territoire? Bienvenue sur Poutine TV. Avant de commencer cette analyse, prenez quelques secondes pour laisser un maximum de j'aime, partager massivement cette vidéo et vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines analyses consacrées à la géopolitique internationale. Les dernières frappes russes montrent d'abord que Moscou conserve une importante capacité de projection à longue distance. Missiles balistiques, missiles de croisière, drones d'attaque et systèmes lancés depuis les airs, la mer ou le territoire russe sont utilisés simultanément afin de saturer les défenses ukrainiennes. Lors de l'attaque du 29 juillet 2026, l'Ukraine a affirmé avoir intercepté une grande partie des drones et des missiles de croisière. Mais elle n'aurait détruit qu'un seul des 9 missiles balistiques engagés, ce qui montre les difficultés persistantes de Kiev face à ce type d'armement. Ces frappes ont également causé la mort de plusieurs civils, dont des enfants. La Russie affirme pour sa part avoir visé des usines militaires, des ateliers de production de drones, des installations liées aux missiles ukrainiens et plusieurs navires soupçonnés de transporter du matériel militaire. Une partie de ces affirmations n'a cependant pas pu être vérifiée de manière indépendante. Ce qui est incontestable, c'est que l'armée russe demeure l'une des forces les plus puissantes du monde. Elle possède un immense arsenal nucléaire, une industrie de défense mobilisée, des stocks considérables de missiles et de munitions, ainsi qu'une expérience accumulée au cours de plusieurs années de guerre de haute intensité. La puissance russe ne repose pas seulement sur le nombre de ses armes. Elle repose également sur sa profondeur territoriale, ses ressources énergétiques, ses capacités industrielles, sa défense aérienne, sa guerre électronique et sa faculté à produire continuellement de nouveaux drones et de nouvelles munitions. Cependant, affirmer que la Russie pourrait simplement raser toute l'Ukraine en une semaine est une exagération. Moscou possède effectivement les moyens de provoquer des destructions beaucoup plus importantes. Mais une campagne de destruction totale aurait un coût militaire, politique et diplomatique immense. Elle mobiliserait des quantités considérables de missiles, provoquerait un nombre dramatique de victimes civiles et augmenterait fortement le risque d'une intervention occidentale plus directe. La Russie ne dispose pas non plus d'un stock illimité. Ses usines produisent à un rythme élevé, mais ses missiles les plus sophistiqués restent complexes et coûteux à fabriquer. Sa stratégie consiste donc davantage à frapper méthodiquement les capacités militaires, logistiques, énergétiques et industrielles ukrainiennes qu'à détruire indistinctement l'ensemble du pays. Pour comprendre comment cette guerre a commencé, il faut revenir à la crise de 2013 et de 2014. À cette époque, le président ukrainien Viktor Yanukovych hésitait entre un rapprochement économique avec l'Union européenne et une intégration plus étroite avec la Russie. Sa décision de suspendre la signature d'un accord avec l'Union européenne a déclenché les manifestations de l'Euromaïdan. Après plusieurs mois de violence et de crise politique, Yanukovych a quitté le pouvoir en février 2014. Moscou a considéré ce changement comme un renversement soutenu par l'Occident. Peu après, la Russie a pris le contrôle de la Crimée tandis que la guerre éclatait dans le Donbass entre les forces ukrainiennes et des séparatistes soutenus par Moscou. Les accords de Minsk n'ont jamais permis de régler durablement le conflit. En février 2022, la Russie a lancé son offensive militaire à grande échelle. Depuis, Moscou affirme défendre ses intérêts stratégiques face à l'expansion de l'OTAN, tandis que Kiev et ses alliés occidentaux parlent d'une invasion contre un État souverain. Aujourd'hui, la guerre se poursuit également à travers les attaques ukrainiennes contre la Russie. Kiev utilise des drones à longue portée pour viser des raffineries, des dépôts, des usines, des bases militaires et des infrastructures logistiques russes. Moscou répond généralement par des vagues beaucoup plus importantes de missiles et de drones contre le territoire ukrainien. Cette dynamique crée un cycle extrêmement dangereux. Plus l'Ukraine frappe profondément en Russie, plus Moscou cherche à démontrer qu'elle possède les moyens de répondre à une échelle supérieure. Mais chaque nouvelle riposte
augmente également les destructions, les victimes et la difficulté de parvenir à une négociation. La question de la mobilisation ukrainienne est également devenue extrêmement sensible. L'Ukraine manque de soldats après plusieurs années d'une guerre très meurtrière. Des vidéos montrent effectivement des confrontations entre des citoyens et des agents des centres de recrutement. Des accusations de brutalité, de corruption et d'abus ont été documentées, et les autorités ukrainiennes ont elles-mêmes reconnu certaines pratiques inacceptables. Cela ne signifie toutefois pas que tous les Ukrainiens sont systématiquement enlevés dans les rues, puis envoyés immédiatement au front sans formation. Certaines vidéos sont authentiques, d'autres sont sorties de leur contexte, et la propagande russe utilise fortement ce sujet pour présenter l'État ukrainien comme entièrement illégitime. Le problème de fond reste néanmoins réel. Kiev rencontre d'immenses difficultés pour renouveler ses troupes, maintenir le moral et trouver suffisamment de soldats expérimentés. L'Ukraine doit défendre un front de plus de 1000 km contre un adversaire qui possède une population plus importante, davantage de ressources industrielles et une capacité supérieure à mener une guerre d'usure. C'est précisément pour cette raison que Zelensky réclame constamment de nouveaux systèmes, Patriot, des missiles, des drones, des financements et des sanctions supplémentaires contre Moscou. Les dernières attaques ont montré que la pénurie d'intercepteurs antiaériens expose directement les villes ukrainiennes aux missiles balistiques russes. Certaines présentent ces demandes comme la preuve que l'Ukraine aurait déjà perdu. En réalité, elles montrent surtout que Kiev reste extrêmement dépendante de ses partenaires occidentaux. Sans les armes, le renseignement, les financements et les systèmes de défense aérienne fournis par les États-Unis et l'Europe, sa capacité de résistance serait considérablement réduite. C'est ici qu'apparaît ce que certains appellent le double jeu occidental. Les États-Unis et les pays européens fournissent des armes à l'Ukraine, imposent des sanctions à la Russie et soutiennent Kiev diplomatiquement. Mais dans le même temps, ils évitent soigneusement une guerre directe avec Moscou et maintiennent certains canaux de discussion. Cette attitude n'est pas nécessairement contradictoire. Les puissances occidentales veulent affaiblir la capacité militaire russe et empêcher une victoire totale de Moscou, mais elles savent qu'une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie pourrait devenir nucléaire. Elles cherchent donc à soutenir l'Ukraine, tout en contrôlant le niveau de l'escalade. La Russie applique elle aussi une stratégie à plusieurs niveaux. Elle combat l'Ukraine, menace régulièrement les pays occidentaux de conséquences graves, mais maintient également des contacts diplomatiques avec Washington. Chaque camp cherche à faire pression sur l'autre sans franchir le seuil d'une guerre mondiale. La Chine joue dans cette confrontation un rôle économique et stratégique essentiel pour Moscou. Pékin fournit à la Russie un marché pour ses hydrocarbures, des produits industriels, des composants et un soutien diplomatique. Mais la Chine évite de s'engager officiellement dans une alliance militaire automatique avec la Russie. Pékin veut que Moscou reste suffisamment forte pour empêcher une domination totale des États-Unis, mais elle ne souhaite pas nécessairement être entraînée dans une guerre directe contre l'Occident. Son soutien est donc important, mais calculé. L'Iran représente un autre partenaire majeur de la Russie. Les deux pays ont renforcé leur coopération militaire, technologique et diplomatique depuis 2022. L'Occident et l'Ukraine accusent notamment Téhéran d'avoir fourni à Moscou des drones Shahed, tandis que l'Iran nie avoir livré des armes destinées à être utilisées dans cette guerre. Le partenariat stratégique entre la Russie et l'Iran prévoit une coopération face aux menaces militaires et des exercices conjoints. Mais il ne constitue pas un engagement automatique de défense comparable à l'article 5 de l'OTAN. Grâce à la Chine et à l'Iran, la Russie dispose donc d'une profondeur économique, industrielle et diplomatique plus importante que ce que les sanctions occidentales espéraient initialement empêcher. Elle peut vendre son énergie, importer certains composants, développer de nouvelles routes commerciales et renforcer sa coopération militaire avec des partenaires qui partagent son opposition à la domination américaine. Mais la Russie rencontre elle aussi des difficultés. La guerre lui coûte énormément en hommes, en matériel et en ressources économiques. Les attaques ukrainiennes touchent désormais régulièrement son territoire, ses installations énergétiques et ses infrastructures. Moscou doit donc maintenir une production militaire élevée tout en protégeant un territoire immense. En définitive, la Russie conserve clairement l'avantage en matière de puissance de feu, de missiles, de ressources
et de capacité industrielle. Elle peut mener des frappes massives et maintenir une guerre d'usure pendant une longue période. Mais elle ne peut pas obtenir une victoire totale sans coup, et elle doit tenir compte de la réaction des États-Unis, de l'Europe et de l'OTAN. De son côté, l'Ukraine continue de résister grâce à son armée, à ses drones et au soutien occidental. Mais elle souffre de pénuries de soldats, de systèmes anti-aériens et de munitions. Plus la guerre dure, plus cette dépendance devient évidente. La véritable question n'est donc pas de savoir si la Russie pourrait infliger davantage de destruction à l'Ukraine. Elle le pourrait. La véritable question est de savoir si Moscou peut transformer sa supériorité militaire en un résultat politique durable, sans provoquer une escalade encore plus dangereuse avec les puissances occidentales. Si cette analyse vous a plu, laissez un maximum de j'aime, partagez massivement cette vidéo et abonnez-vous à Poutine TV